Bonjour à toutes et à tous et bienvenue du coup aux portes ouvertes de la ferme expérimentale de Torigné d'Anjou. On va pouvoir attaquer cette journée avec la première conférence qui va porter sur l'implantation des prairies sous couvert de métail. Donc la ferme expérimentale de Torigné est forte de 12 ans d'expérience sur le sujet, donc je ne doute pas qu'ils apporteront des réponses à nombreuses de vos questions. Du coup, je vous présente Stéphanie Guibert de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire et Bertrand Davot de la ferme expérimentale qui vont vous présenter les résultats. C'est à vous. Merci Soline. Effectivement, donc on a intitulé cette journée vers un élevage acteur de la transition face aux défis climatiques. Et la question de l'implantation des prairies sous couvert est un levier qui peut être intéressant quand on parle d'adaptation, notamment au changement climatique. Alors pour démarrer, quelques éléments de constat. Le graphique que vous avez sur la gauche représente l'évolution des normales de température en France depuis les années 60. C'est une moyenne glissante sur 30 ans. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, les températures, ça augmente et ça chauffe. Et on a aussi une accélération de cette augmentation des températures. Si on compare, par exemple, entre 1960 et 70, l'augmentation était plus faible que ce qu'on a entre 80 et les années 2020. Donc un réchauffement qui s'accélère. Alors ce réchauffement-là, il a une origine, on le connaît. C'est les émissions anthropiques de gaz à effet de serre qui vont en fait confiner le rayonnement thermique infrarouge du sol, qui vont le confiner dans la basse atmosphère et l'empêcher de repartir en fait dans l'espace. Alors ça a deux conséquences, ça fait plus d'énergie en fait dans la basse atmosphère, ça fait augmenter les températures, et il y a une deuxième conséquence aussi, c'est ça augmente les mouvements convectifs, ça fait plus d'énergie en jeu. Donc en fait, c'est un réchauffement global qui se caractérise plutôt par un dérèglement climatique. On a une illustration un peu cet hiver, et on a des aléas météorologiques qui vont être de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Alors on peut penser à la sécheresse estivale, on a en mémoire l'année 2022, là pas plus tard que l'hiver dernier, ça peut être l'excédo hivernal. Ça nous touche moins aussi sur le monde de l'élevage, mais on a une petite photo aussi pour la situation de gel qui peut être relativement tardif au mois d'avril et qui vont toucher les productions d'arboriculture et de viticulture, notamment dans la région. Alors un premier constat un peu global, si on va plus spécifiquement maintenant regarder les impacts que ça peut avoir sur les productions fourragères. Donc là, le graphique vous représente 3 grands types de cultures fourragères qu'on peut retrouver. Donc vous avez le maïs en silage, en dessous vous avez les associations de céréales protéagineux, plus communément appelées métailles, et ensuite vous avez l'herbe. Et on a repositionné 3 grands types d'aléas qu'on peut retrouver sur ces fourrages. Donc le premier, celui qui est le plus fréquent et le plus intense, ça va être les sécheresses estivales prolongées. Alors par exemple dans le cas du maïs, ça peut arriver dès la floraison mi-juillet et ça va poursuivre jusqu'à la récolte. Sur les associations de céréales protéagineux, on peut être confronté à de l'excédo hivernal. Et puis aussi, on a l'herbe qui peut être confrontée à ces aléas-là, et on le verra, c'est plutôt sur des problématiques d'implantation. Alors ces aléas météo peuvent être plus ou moins renforcés suivant le contexte pédoclimatique qu'on a sur la ferme. Ici, on a des sols qui sont assez peu profonds. À 40-50 cm, on a une couche qui est très imperméable, ce qui va conduire en fait à 2 phénomènes. C'est dès qu'on a des excès d'eau, cette couche imperméable va retenir l'eau et on n'a pas non plus une réserve hydrique qui est très importante. Donc on a des sols qui sont très marqués par de l'alternance hydrique. Donc ça peut être intéressant aussi sur une ferme expérimentale qui travaille à des voies d'adaptation au changement climatique parce que ça fait un observatoire assez avancé des conséquences de ce changement climatique. Donc on ne part pas de rien sur des questions de robustesse des systèmes fourragers. En termes d'acquis, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été effectués autour des mélanges des prairies à flore variées, donc qui associent au minimum 2 graminées et 2 légumineuses, qui avaient été comparés à des associations plus simples, de type raisin anglais, trèfle blanc. Et il s'est avéré qu'effectivement, ces prairies à flore variées étaient plus productives et plus robustes que des associations simples de raisin anglais, trèfle blanc. Donc une solution robuste. Par contre, effectivement, si on repositionne les périodes d'implantation des prairies, là qui figurent en marron sur le schéma à droite, si on les repositionne, on voit que classiquement, on se met des prairies début septembre. Donc la sécheresse estivale, on se met des prairies dans des conditions très sèches, qui mettaient du temps à lever, qui se salissaient énormément. On a éventuellement l'option de les semer en sortie d'hiver, donc plutôt au mois de mars. Et là, on peut être confronté à des problématiques soit d'excès d'eau hivernaux qui vont conduire à intervenir assez tard dans les parcelles et ensuite avoir des problématiques aussi de sécheresse relativement précoce. Donc on avait une limite quand même qui est la phase d'implantation des prairies. Sur les travaux, sur tout ce qui est association pour les prairies, vous pouvez retrouver beaucoup d'ateliers. Il y a une conférence aussi à 15h qui va traiter plus spécifiquement de cette question-là.
En parallèle, donc un travail sur les prairies à fleurs variées, un deuxième sur l'utilisation des céréales protéagineux, donc qui sont des métailles là, qui vont être récoltés en fourrage. Ici sur la ferme, on est sur des mélanges plutôt à dominante céréales, sur des stades de récolte au stade laiteux pâteux des céréales relativement tardifs. L'idée est de faire d'abord un maximum de volume pour sécuriser le système fourrager. Pour donner une idée de différence et pour donner une idée aussi de potentiel pédoclimatique sur la ferme, pendant les 10 premières années de la ferme, il y a eu du maïs en silage. Le rendement moyen en maïs ici, c'était 7,7 tonnes, avec une coefficient de variation de rendement de plus 50%. Donc ça pouvait aller de 3 à 10. Sur ces fameuses associations de céréales protéagineux, on arrive à un rendement moyen aujourd'hui maintenant entre 8,5 tonnes et 9 tonnes. Et surtout le coefficient de variation de rendement, donc la variabilité de rendement est plus faible, là on est plutôt aux alentours de 25%. Donc c'est plus facile de sécuriser un stock fourrager avec une ressource qui est moins variable. Et par contre, on avait effectivement une limite, c'est la récolte. Et derrière, on récoltait début juin, mais qu'est-ce qu'on pouvait mettre derrière ces ensilages qui étaient récoltés début juin? Donc voilà, deux solutions, les prairies à fleurs variées et les ensilages de l'association de céréales protéagineux, mais une limite quand même sur la phase d'implantation des prairies. Et on va voir l'hypothèse qui a été testée. Donc, ce qui a été testé pour essayer de lever ces limites, c'est l'implantation des prairies sous couvert. Donc l'implantation des prairies sous couvert, le principe, c'était de se dire on décale le semis un peu plus tard que la période habituelle, donc sur le mois d'octobre, pour aller chercher des conditions d'installation plus favorables. Et donc on sème simultanément la prairie et l'association céréales protéagineux. Ensuite, les deux se développent et sur le printemps suivant, on récolte l'association céréales protéagineux sous forme de fourrage ou on la pousse un peu plus loin, moissonnée en grains sur le début d'été. Et ensuite, la prairie continue son développement et son cycle classique. Alors, il y a une autre alternative qu'on verra, que vous avez là en pointillé sur le schéma, qui a également été testée, sur laquelle on va revenir, c'est de venir sursemer la prairie en sortie d'hiver, tout début de printemps, dans une association céréales protéagineux déjà installée de l'automne précédent. Donc cet objectif de décalage de date de semis de la prairie pour garantir l'implantation, elle répond aussi à d'autres objectifs. Le premier, c'est la maîtrise du salissement au niveau de la prairie grâce à la présence du couvert, et également la production de biomasse supplémentaire dans des objectifs de sécurisation du système fourrager, que ce soit donc sous forme de fourrage ou éventuellement de la biomasse sous forme de grains si on souhaite emmener l'association jusque-là. Donc on va vous présenter maintenant des résultats des différents essais qui se sont succédés sur la ferme pour tester différentes hypothèses d'itinéraires techniques. Donc ces trois programmes de recherche successifs qui ont démarré donc en 2011, soutenus financièrement par la région Pays de la Loire. Donc le premier, un plan prairie, donc sur la période 2011-2015, c'est d'abord intéressé à ces périodes d'implantation, ce que je vous disais tout à l'heure, le semis simultané à l'automne versus un sursemis de la prairie en sortie d'hiver, et également un premier travail sur la nature des céréales protéagineux et la nature des prairies qu'on pouvait associer suivant des objectifs de récolte en fourrage ou en grains. On a enchaîné après sur un autre projet de recherche, donc sur les années 2016 à 2018, qui là s'est focalisé sur les récoltes en grains et notamment les densités de semis. Et pour terminer, le dernier programme là, qui s'est terminé récemment en 2021, où là on a travaillé sur des mélanges enrichis, plus riches en protéagineux, donc avec un objectif de qualité, et de regarder l'effet justement de la nature de ces associations SERPRO et de la date à laquelle on allait les récolter sur la prairie, sur sa qualité et puis son volume. Donc tous ces essais se sont faits avec des dispositifs expérimentaux robustes, donc des répétitions à 4 blocs et dans la plupart des situations, 3 années consécutives d'expérimentation. Les mesures qui sont réalisées, donc ces mesures de productivité et de valeur nutritive sur les associations céréales protéagineux et sur les prairies, et puis également donc, les compositions botaniques de chacun des mélanges. Donc les premiers résultats sur la première série d'essais, donc là c'était sur la période d'implantation.
Donc les mélanges semés à la mi-octobre au niveau de l'association céréales protéagineux, donc c'est une association triticale pois fourragé VES, donc à 300 grammes mètre carré, 15 et 15 pour les deux protéagineux, et un objectif de récolte en fourrage début juin, donc au stade laiteux pâteux de la céréale, donc du triticale. Donc là, on était dans un objectif de rendement, de sécuriser le système fourrager avec le métail de couverture. Et la prairie, donc semée avec une prairie à fleurs variées, donc qui est le mélange type de taurinier, avec 10 kg de fétuque élevé, 8 kg de raies anglais, 3 kg de trèfle blanc, 3 kg de trèfle hybride et 3 kg de lotier corniculé. Donc sur les histogrammes, là, vous avez les résultats, donc la moyenne des deux séries d'essais, avec donc le premier histogramme, c'est le semis simultané, donc la prairie et l'association semées en même temps à la mi-octobre. Le deuxième, c'est le sursemis de la prairie au printemps dans l'association Serpro qui a été installée à l'automne précédent. Et puis le témoin prairie seul, donc avec donc installation en sol nu à la période du mois de septembre. Donc ce qui est ressorti de ces essais-là, c'est que le sursemis de la prairie en sortie d'hiver était une technique plus aléatoire. D'abord, comme l'a dit Bertrand dans la phase d'introduction, on a ces périodes d'excédo hivernales qui sont quand même un frein pour des interventions précoces sur les parcelles pour venir sursemer la prairie. On a en plus une ouverture du sol avec le passage des outils qui se traduit notamment par davantage de salissement. Vous avez le pourcentage de diverses dans les différentes solutions, et on a 2 fois plus de diverses dans cette situation de sursemis de printemps par rapport à l'installation simultanée d'automne. Et par contre, notre semis simultané, c'est la technique qui s'est avérée la plus robuste, donc avec les deux passages le même jour. On voit également que entre les deux, on a une production de l'association céréales protéagineux qui est légèrement supérieure sur l'installation simultanée d'automne, liée au passage supplémentaire qu'on fait en sortie d'hiver pour le sursemis, qui dégrade un peu notre couvert. Alors, toujours dans cette même série d'essais, donc il y a eu des comparaisons pour regarder quel type d'association céréales protéagineux on pouvait utiliser et quel type de prairie on pouvait implanter dessous. Donc là, vous avez une présentation des résultats, donc là avec des récoltes en grains de l'association céréales protéagineux. Donc c'est des mélanges de la même manière qui étaient semés à la mi-octobre et donc une moisson à la mi-juillet, donc sur les périodes de 2012 et 2014. Les deux associations qui ont été testées, donc il y avait le triticale pois fourragé, donc une association avec une céréale plus couvrante, et une association blé pois protéagineux, et croisées avec deux types de prairies, une prairie à fleurs variées, la même que présentée précédemment, ou une association raigra hybride trèfle violet, donc plus rapide d'installation. Donc les résultats qu'ils vous ont présentés, c'est l'écart du rendement par rapport aux témoins triticale pois fourragé seul. Donc on voit dans les 4 situations, on a un effet dépréciatif de la présence de la prairie sur le rendement de l'association céréales protéagineux, mais avec des écarts qui sont plus ou moins importants suivant la céréale qui compose l'association. Donc le triticale est moins concurrencé par la présence de la prairie que le blé, et l'agressivité des espèces prairiales, où on voit que des prairies qui s'implantent vite, comme le raigra hybride trèfle violet, a été plus concurrentielle de notre association céréales protéagineux que la prairie à fleurs variées. Donc ce qui est ressorti en fait de ces essais-là, c'est qu'avec un objectif de récolte en grains, il fallait rechercher un combo d'une prairie plutôt lente en termes de vitesse d'installation et une céréale couvrante type triticale.
Donc suite à ces résultats, donc en fait c'est ce que vous avez tout à gauche, c'est-à-dire les moins 21% là, obtenus en 2012 et 2014, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on peut réduire cette perte de rendement en jouant sur les densités de semis, que ce soit sur les densités de semis de prairie ou sur la densité de semis de céréales. Donc là, c'est la série d'essais suivante. On est toujours sur des mélanges semés à la mi-octobre, avec deux mélanges témoins. Donc la première modalité, le M1, c'est le témoin association triticale pois fourragé, 300 g/m² de triticale, 20 g/m² de pois fourragé. Et le deuxième témoin, c'est ce même mélange avec la prairie à fleurs variées type à 27 kg/hectare, semée en simultané de notre triticale pois fourragé. Et ensuite, on a deux modalités M3 et M4, où là, on a fait varier la densité de prairies sous l'association céréales protéagineux. Dans le cas du M3, moins 25%, donc là, la prairie est semée à 20 kg/hectare. Et dans le cas du M4, plus 25%, la prairie est semée à 34 kg/hectare. Et sur les deux autres modalités, M5 et M6, là, on a repris notre valeur moyenne de semis des prairies, et on a fait varier la densité du triticale. Donc dans le cas du M5, c'est moins 17%. On a semé le triticale à 250 g/m² au lieu de 300. Et dans le cas du M6, on a augmenté la densité de triticale à 350 g/m². Ce qui est ressorti de ces essais, vous voyez, vous avez la valeur du rendement de l'association, globalement autour de 45 quintaux/hectare. On n'a aucun impact en fait, de nos différentes densités sur la productivité en grains de notre association céréales protéagineux, ni sur la productivité de la prairie qui suit, ni sur la qualité d'implantation de la prairie. C'est-à-dire que là, toutes nos modalités en fait, ressortaient équivalentes et surtout sans impact rendement par rapport à ce qu'on avait obtenu sur la première série d'essais, les moins 20% que je vous ai présentés sur la diapo précédente. Donc pour creuser un peu cette question-là, là vous est présenté donc une synthèse multi-essais, donc tout ce qui a pu être fait pour des récoltes en grains depuis le début de ces travaux sur les implantations sous couvert, de l'année 2012 à 2021. Donc vous avez les résultats exprimés à chaque fois en pourcentage du témoin, qui est l'association triticale pois fourragé seule, versus l'association avec la prairie. Donc en fait, c'est seulement une année sur 8 que l'effet de la présence de la prairie est significatif sur le rendement de l'association. Donc en l'occurrence l'année 2014, et on voit qu'au global, quand on fait la moyenne de ces 8 années d'essai, c'est 8% du rendement en moins quand la prairie est présente. Alors pour regarder un peu plus en détail et essayer d'expliquer pourquoi cette année 2014 a amené cet effet dépréciatif plus important, on se rend compte donc l'année 2014, c'est une année qui a un peu combiné différents critères pouvant expliquer ce rendement faible de l'association. C'est un reliquat sortie hiver faible, un développement important de la prairie sous le couvert, puisque vous avez là, la biomasse sur la deuxième colonne du tableau, la biomasse de la prairie fin mai sous le couvert. Vous voyez que ça représente presque une tonne de matière sèche. Et puis des faibles précipitations au mois de juin, à la période de remplissage des grains. Donc voilà, c'est un peu le combo de ces trois critères qui pourrait expliquer la situation de l'année 2014, puisqu'on voit que dans d'autres situations, quand on a un seulement de ces trois critères, on n'a pas forcément observé de baisse significative du rendement. Donc pour terminer sur ces essais en grains, ce qui est quand même important de dire, puisque c'était l'objectif au départ, c'est que dans toutes les situations, les prairies se sont toujours bien implantées. Vous avez en moyenne la composition de
de la prairie au 20 octobre, donc post-moisson et après le retour des précipitations, quand la prairie a redémarré. Donc vous avez une part de chaume qui est présente, puisque là on est sur des essais. En situation réelle, en général, les animaux sont passés et ont permis de dégager ces chaumes. Le pâturage des animaux a permis de les enlever, donc on les a pu en octobre. Là, sur les dispositifs expérimentaux, ils sont encore présents. Et vous voyez qu'on a une composition de la prairie de l'ordre de 77% de graminées pour 20% de légumineuses et un faible pourcentage de diverses, de 3%, qui correspondait à un objectif au départ d'obtenir aussi des prairies plus propres. Et donc ces prairies toujours bien implantées, leur productivité, elle est très liée à la pluviométrie qu'on va avoir sur la période estivale. Donc vous l'avez représenté sur le graphe, hein, chaque point vert représente la production en tonnes de matière sèche hectare en fonction des millimètres de pluie qui sont tombés sur la période de juillet-août. Donc sur ces récoltes post-moisson, c'est en général 1 à 2 tonnes de matière sèche par hectare de prairies qui vont être récoltées par la suite, sachant que dans ces essais-là, on s'est toujours limité à une exploitation au mois d'octobre. Et on sait, ces dernières années, on a eu des pousses d'herbe, etc., qui auraient pu permettre des coupes supplémentaires sur les essais, mais qu'on n'a pas ici de manière à avoir des essais carrés et répétitifs d'une année sur l'autre. L'exploitation d'automne, on n'en a qu'une à cette période-là. Donc je vais donner la parole à Bertrand pour traiter des parties fourrage qui ont été expérimentées plus récemment. Donc là, on va faire un zoom sur les 3 dernières années. Donc la dernière série d'essais s'intéressait effectivement à des récoltes des couverts en fourrage. Donc là, on a validé qu'on est toujours sur des semis à la mi-octobre en simultané des associations de céréales protéagineux et des prairies. On va retrouver le même mélange de prairies qui est à base de 10 kg de fétuque élevé, 8 kg de raigrats anglais, 3 kg de trèfle blanc, 3 kg de trèfle hybride et 3 kg de lotier. Et par contre, là, on va travailler sur 3 stades de récolte différents en fourrage. Un stade qu'on a qualifié de précoce, à la floraison des protéagineux. Un stade qu'on a qualifié d'intermédiaire, à la floraison cette fois-ci des céréales. Et puis un stade plus tardif, au stade laiteux-pâteux des céréales. Et ensuite, on a travaillé sur 3 types d'associations de céréales protéagineux, donc de métailles, qui vont varier un peu en fonction de la composition qu'on a et de la part notamment des protéagineux. Donc vous avez un métail qui est très orienté protéagineux avec 40 grains par mètre carré en avoine, 15 en pois fourragers, 15 en pois protéagineux, 15 en vesse et 10 en févrole. Un autre métail qu'on a qualifié de mixte avec une demi-dose de céréales, 125 grains par mètre carré, 15 en pois fourragers, 15 en vesse et 20 en févrole. Ces 2 mélanges, le protéagineux et le mixte, ont été récoltés aux 3 stades de récolte, précoce, intermédiaire et tardif. Et on a gardé une modalité témoin, qui était un peu notre témoin historique, qui est un mélange plutôt à dominante de céréales, 250 grains par mètre carré en triticale, 15 en pois fourragers et 15 en veste, qui lui n'a été récolté qu'en stade tardif. Donc ça fait des essais à cette modalité, toujours dans des dispositifs à 4 blocs. Alors si on regarde un peu, d'abord sur la partie résultat, on va s'intéresser à la partie de la récolte de l'association de céréales protéagineux, donc au métail. Donc le graphique représente les 3 stades de récolte. Vous avez le stade précoce, le stade intermédiaire et le stade tardif. Et après, sur chaque type de mélange, la composition. En orange figure les céréales, en violet c'est les protéagineux et en rouge vous avez les diverses. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'en fonction du stade de récolte, on a une augmentation de la productivité qui est liée à l'accumulation de rendement sur les associations de céréales protéagineux. C'est des espèces qui peuvent prendre jusqu'à 120 kg de matière sèche par hectare et par jour au mois de mai. On a eu des compositions botaniques qui sont relativement cohérentes avec nos densités de semis et qui évoluent peu en fonction du stade de récolte. On est autour de 60% de protéagineux dans le cadre du mélange à dominante protéagineux, entre 45 et 50% dans le cadre du mélange mixte et aux alentours de 25% de protéagineux dans le cadre du mélange qui est plutôt à dominante céréale. On a des choses relativement logiques en termes d'évolution de valeur nutritive, avec une baisse de valeur nutritive avec l'avancée du stade de récolte. On a des plantes qui commencent à pousser, qui vont diluer de la matière azotée. Et on a aussi des tissus qui se lignifient un peu, des plantes qui durcissent, donc qui perdent un peu en digestibilité, et donc qui fait baisser la valeur énergétique.
Ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, dans des mélanges qui sont très riches en protéagineux, on a été confronté à des phénomènes de verse dans le cas de récolte tardive. Donc en fait, on a des protéagineux à rame, type pois fourragé, type veste, type pois protéagineux, qui vont en fait, qui vont faire verser, qui vont faire coucher en fait le mélange. Et ce qu'on constatait aussi, on a une baisse qui est significativement plus rapide de la valeur nutritive entre le stade précoce et intermédiaire quand on est sur un mélange mixte par rapport à un mélange qui est riche en protéagineux. Ensuite, on s'est intéressé à la partie des prairies. Donc là, le graphique représente le cumul de biomasse qu'on fait sur les prairies avec une première récolte qui est faite mi-juillet, après la récolte du couvert qui est faite soit début mai, soit au 15 mai, soit au début juin. C'est le cumul qu'on a sur la récolte en fait sur la prairie. Donc on a là aussi des écarts de production sur les prairies qui cette fois-ci sont liés au stade de récolte. Plus on va dégager tôt le couvert, plus on a une productivité relativement importante sur les prairies. Celles qui sont après des récoltes précoces vont cumuler entre 2,7 tonnes et 2,9 tonnes de rendement. Après des récoltes intermédiaires, en termes de cumul, on va être entre 2,3 et 2,1. Et après des récoltes tardives, on est plutôt de l'ordre de à peine 2 tonnes de matière sèche. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'on a quand même des choses en termes de composition botanique. On a des compositions botaniques qui sont relativement homogènes sur quel que soit le type de mélange. Quand on regarde l'effet d'interaction entre la date et le type de mélange de couvert qui a utilisé, plus ou moins riche en protéagineux, on n'a pas d'effet d'interaction à la fois sur la productivité ou sur la valeur nutritive. Donc on a des choses qui, sur les prairies, en termes de composition botanique et de valeur nutritive, sont relativement proches. On peut regarder, si on précise un peu, on regarde après des récoltes précoces, on a des taux de matière azotée qui sont un tout petit peu plus faibles d'ailleurs que ce qu'on peut avoir derrière des récoltes intermédiaires et tardives. Ça, c'est lié au poids du premier cycle. Donc le premier cycle, il est récolté en fait à la mi-juillet. Et alors qu'il est récolté à la mi-juillet, donc les récoltes précoces ont cumulé plus de biomasse que les récoltes tardives. Or, le cycle d'automne est plus riche en termes de valeur azotée sur ces prairies, donc le poids du cycle d'automne est plus important après les récoltes tardives qu'après les récoltes précoces qui ont fait un petit cycle en fait jusqu'à la mi-juillet. Bon, la différence n'est pas significative. Donc pour essayer de synthétiser un peu l'ensemble de ces données, dans le cadre de récolte en fourrage, on a projeté les résultats en fait sur deux axes. Le premier axe, l'axe des abscisses, celui du dessous, représente le cumul de biomasse qu'on fait à la fois sur la récolte du couvert, puis sur la prairie, sur la partie été-automne. Et puis l'axe des ordonnées, donc là représente la quantité de protéines qui est produite par hectare, donc la quantité totale de protéines qui est produite. Et on a repositionné en fait trois grands types de stratégies qui correspondent à des combinaisons de stades de récolte et de types de mélange. Donc on va commencer par la première, on l'a qualifiée d'une stratégie valeur, qui consiste à utiliser en fait un mélange, un céréal protéagineux, donc un métail relativement riche en protéagineux, avec un stade de récolte relativement précoce, plutôt début mai, où là on peut espérer avoir des ensilages qui font un peu plus de 0,9 UF et entre 15 et 16% de matière azotée. On a qualifié aussi une stratégie équilibre qui consiste à utiliser le même type de mélange, donc un mélange riche en protéagineux, mais cette fois-ci on va le récolter un peu plus tard, plutôt aux alentours du 15-20 mai, pour bénéficier en fait de la flambée de croissance début mai qu'on peut avoir sur ces associations de céréales protéagineux. C'est celle-là qui permet de maximiser la quantité de protéines qui est produite par hectare. Et à l'inverse, on a une autre stratégie qui, là, on change la nature du mélange. Là, on utilise un mélange où on va mettre une demi-dose de céréales et une demi-dose de protéagineux pour éviter justement les problématiques de verse. Là, on va pousser en termes de rendement et c'est celle qui permet de produire le plus de tonnes de matière sèche en fait par hectare avec des valeurs un peu plus modestes, 0,80 UF et 10% de matière azotée sur l'ensilage qui est récolté. Alors chacune de ces stratégies n'ont pas le même coût. Forcément, si on regarde à la tonne de matière sèche, il y a moins d'effet de dilution des coûts sur des stratégies de valeur où on va récolter plus tôt, parce que les frais d'implantation, les frais de semences, les frais de récolte sont moins dilués parce qu'on a un rendement en fait, qui est relativement plus faible. Quoi qu'il en soit, en fait, cette stratégie-là, le choix du couvert en termes de nature, donc part de protéagineux, et en termes de date de récolte, elle va être conduite en fait par l'objectif de valorisation qu'on veut sur l'ensilage. Est-ce que cet ensilage est plutôt pour des animaux qui ont des forts besoins ou des besoins plus modérés? Ça va aussi guider la stratégie qu'on peut retenir. Dernier élément, pour essayer de repositionner un peu cette question en termes de résultats d'implantation des prairies sous couvert dans le système de la ferme,
Là, on vous a repositionné aujourd'hui la rotation de la ferme. Donc, on va commencer par les implantations justement de prairies sous couvert. Donc, aujourd'hui, il y a une douzaine d'hectares qui sont implantés en prairies sous couvert, 8 pour faire de l'ensilage et 4 pour des récoltes en grains. On va récolter donc soit en ensilage, soit en grains, et ensuite les prairies vont rentrer dans la rotation pendant 4 à 5 ans et on aura 2 années de culture. Et on a essayé d'estimer, de regarder un peu l'impact de cette technique d'implantation des couverts sur notre système de production en retenant voilà, une douzaine d'hectares qui sont implantés par an à partir des résultats qu'on faisait sur les essais et à partir des observations qu'on a fait sur nos grandes parcelles. Tout est pesé, tout ce qui rentre sur la ferme et tout ce qui sort est pesé. Donc d'essayer d'estimer un peu le gain par cette technique d'implantation de prairies sous couvert. Donc le schéma que vous voyez, en fait, c'est sur 2 ans, donc c'est une succession culturale de 2 ans. Donc les 8 hectares, c'est les 8 hectares qu'on récolte en ensilage, les 4 hectares, c'est ceux qu'on récolte en grains. La ligne A, c'est ce qu'on faisait historiquement, et la ligne B, c'est ce qu'on fait maintenant depuis avec la technique d'implantation de prairies sous couvert. Donc si on prend la ligne A derrière les 8 hectares d'ensilage, avant, on semait plutôt début novembre un mélange qui avait vocation à être ensilé début juin, et ensuite, au mois de septembre, on allait semer des prairies dans des conditions sèches qui mettaient du temps à lever, qui se salissaient et qui avaient des niveaux de productivité relativement faibles, plutôt aux alentours de 5 tonnes de matière sèche. Aujourd'hui, l'itinéraire B sur l'ensilage, on implante en simultané autour de la mi-octobre. On va ensiler à peu près à la même date, toujours début juin. Par contre, on a une prairie qui va prendre le relais, qui va être productive, qui va produire 1,5 tonne de matière sèche sur la première été-automne et qui sera bien installée et plein boom l'année suivante pour produire 6,5 tonnes à peu près de matière sèche. Donc si on compare les 2 itinéraires, on va produire 3 tonnes de matière sèche en plus en termes de cumul sur la succession par rapport à ce qu'on faisait avant. Même chose sur la partie récolte en grains. Avant, on semait début novembre des triticales pois qui étaient récoltés en grains autour de la mi-juillet à 40 quintaux. On implantait des prairies dans des conditions sèches plutôt début septembre. Et aujourd'hui, tout est mis sous couvert à l'implantation. On a compté une petite perte sur le rendement lié à la présence de la prairie, mais de 3 quintaux. Et ensuite, on retrouve une prairie productive, pareil, sur l'été-automne, et qui est pleine production, on va dire, l'année suivante. Donc si on fait le bilan, ça fait 3 tonnes de matière sèche dans les 2 cas de figure en plus. Donc c'est un gain de 36 tonnes de matière sèche à l'échelle de notre système. Donc si on essaie de conclure et de mettre tout ça un peu en perspective, l'ensemble de ces résultats sur les implantations de prairies sous couvert nous ont permis quand même de définir un certain nombre de choses en termes de choix d'itinéraire technique. Donc déjà, plutôt privilégier une implantation simultanée autour de la mi-octobre. Globalement, sur la ferme, on commence aux implantations à partir du 10 octobre jusqu'à la fin octobre. C'est vrai qu'il y a une prise de risque après si on est sur des semis trop tardifs, début novembre, et cette année, c'est un exemple assez caractéristique de cette prise de risque. On travaille bien à 2 profondeurs de semis différentes. Il faut mettre les céréales protéagineux à 2-3 cm de profondeur et les prairies en surface parce que les graines de prairies sont plus petites, donc on nécessite d'être vraiment dans les premiers millimètres. Pour le moment, on travaille sur des doses de semis qui sont en dose pleine pour les 2 composantes, c'est-à-dire que les prairies sont semées à 27 kg par hectare. Les associations de céréales protéagineux, on est aux alentours de 300 grains par mètre carré en triticale, 15 en pois fourragers, 15 en veste. Donc on est sur des densités de semis qui sont des doses pleines pour les 2 composantes. Un roulage qui est effectué pour améliorer le contact terre-fine semence, notamment pour les prairies. Pour des récoltes du fourrage en couvert, donc là on l'a vu, on a une gamme variée de fourrage en fonction du date de récolte et de la part de protéagineux. Donc là, voilà, on peut choisir en fonction de la part de protéagineux et de la date de récolte. Une vigilance quand même dans le cas de stratégies de récolte trop précoces, des questions de portance. Là, cette année, c'est un peu le cas. Faire de l'ensilage avec des prairies sous couvert. Quand on ensile, souvent, c'est avec des ensileuses, du matériel qui est assez lourd. Donc on risque de pénaliser aussi un peu la prairie si on passe dans des conditions où on est un peu limite. Donc ça peut entraîner une dégradation de la prairie. Et puis on le voyait, c'est une répercussion en termes de coûts. Plus on va récolter tôt, moins on va pouvoir diluer les frais d'implantation, les frais de semences et les frais de récolte, notamment sur la fraction couvert. Pour des récoltes en grains, plutôt privilégier une céréale plutôt couvrante type titricale pour pas trop se faire concurrencer en fait par la prairie. Une prairie plutôt pérenne à vitesse d'installation moyenne à lente. Ce que présentait Stéphanie, enfin utiliser des raigrats hybrides ou des trèfles violets dans ce type de mélange-là pour faire des récoltes en grains, ça ne fonctionne pas. Et voilà, en pratique, depuis qu'on les met en œuvre sur la ferme, c'est vrai qu'un passage des animaux court et rapide après la moisson, une fois qu'on a récolté, il y a un peu de chaume, les graminées ont commencé à démarrer, on va faire passer les animaux, ils vont consommer ces chaumes, ils vont consommer ces graminées. On est dans une période en plus où les graminées poussent moins, donc ça va donner accès à la lumière aux légumineuses et ça va permettre aussi de favoriser leur installation en fait, dans le mélange. Et quoi qu'il en soit, dans tous les cas de figure, qu'on soit dans le cadre de récolte en grains ou dans le cadre de récolte en fourrage, on a toujours eu des prairies bien implantées et propres.
Donc maintenant, en termes de perspective, donc il y a un atelier qui traite aussi de cette question-là. Notre idée est d'essayer de mieux concilier des objectifs de productivité et de valeur nutritive quand on est dans le cas de récolte du couvert en fourrage. On le voyait, le problème, c'est la clé d'entrée pour gagner un peu en valeur nutritive, c'est de maximiser la part de protéagineux, mais on peut avoir un problème, c'est les risques de verse qu'ils peuvent avoir quand on utilise des protéagineux à rame. Donc là, la clé d'entrée, c'est d'utiliser plutôt la févrole, qui est moins sensible à ces phénomènes de verse, qui pourrait nous permettre d'accroître la part de protéagineux tout en gardant des dates de récolte relativement tardives, plutôt début juin, et nous prémunir en fait de ce risque de verse. Donc là, l'idée, c'est de travailler un peu sur une introduction un peu plus significative de févrole pour voilà, pousser les récoltes toujours un peu tardives début juin, mais en évitant la verse. En termes d'ouverture aussi, cette question du sous-couvert, elle peut se poser aussi sur d'autres types de couverts, pas seulement du couvert prairial, pas seulement sur la capacité à installer des pérennes. Ça peut être une technique qui peut être à réfléchir pour gérer des intercultures estivales. C'est la photo que vous avez à droite là, avec la moissonneuse, où en fait on a du trèfle blanc qui est sous un couvert de blé. Et donc voilà, est-ce que dès l'implantation on peut installer notre couvert, récolter notre blé qui est moissonné et ensuite avoir un couvert qui prendrait le relais directement. Alors en termes de limites, il y a quand même il y a la question de la transposabilité dans d'autres contextes pédoclimatiques. Là, ici, on est sur un climat, on va dire, océanique dégradé, sur des terres limoneuses-sableuses à faible potentiel, mais il y a la question quand même de la sensibilité au froid dans des climats plus continentaux, notamment sur la fraction des protéagineux et la question des légumineuses. Et puis, la question qu'on peut se poser, c'est la robustesse de la technique dans des sécheresses qui vont devenir de plus en plus intenses. On a démarré un peu là-dessus, on a démarré sur le changement climatique, le réchauffement climatique, des aléas météo de plus en plus forts et intenses. Pour l'instant, en 2022, avec 274 mm de janvier à octobre, donc des précipitations divisées par 2, 2022 en termes d'impact sur la ferme, en termes d'évapotranspiration, en termes de déficit hydrique, c'est plus fort que la sécheresse de 1976 sur la ferme, quoi. Donc, pour le moment, en 2022, la technique a marché sur nos grandes parcelles. Donc notre technique d'implantation de prairies sous couvert, là, sur les 12 hectares qu'on voyait, soit pour des récoltes en ensilage, soit pour des récoltes en grains, on a réussi à avoir les prairies. Donc voilà. Donc pour le moment, en termes de levier d'adaptation, c'est sûr que cette question d'implantation des prairies sous couvert, elle est devenue une technique indispensable sur le système. Et on a envie de dire que voilà, l'implantation de prairies sous couvert, l'essayer, c'est l'adopter. Merci. Merci Stéphanie, merci Bertrand. On va passer aux questions. Si vous en avez, j'imagine que oui. Ouais. Deux questions. La première, le semoir, vous aviez un semoir expérimental au départ de Kuhn. Aujourd'hui, où vous en êtes sur le semoir? Quel semoir vous utilisez? Et la deuxième question, vous utilisez de la veste velue ou de la veste commune dans le mélange riche en protéagineux? Oui, alors le semoir, parce qu'il est en photo ici, pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas repéré, pardon, excusez-moi. Donc ouais, c'est un semoir en fait double caisson. À l'origine, il y avait un semoir en ligne classique 3 mètres céréales, et derrière, il y avait un autre dispositif plutôt en ligne. Et en fait, on a opté maintenant pour un petit semoir. Alors c'est pas un semoir expérimental en tant que tel, c'est du semis en 3 mètres. Tous nos essais sont semés avec ce semoir-là. C'est un semoir classique qui peut être, ça peut être fait en ferme. On a adapté en fait un petit caisson qui est fait pour semer en fait des couverts, un mécanisme de rouleau doseur pour la sélection des semences, et ensuite il y a un système de ventilation qui est réparti sur 8 descentes. Et vous avez ensuite une rampe avec des bus palettes pour projeter en fait les prairiales. Donc, mais c'est quelque chose qui peut être adaptable et modifiable en fait en élevage classique, quoi. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et dans l'essai, oui, au sujet de la veste c'était des vestes communes. Bonjour. Si vous avez une grosse problématique vulpin, comment vous gérez ça? Alors, on n'a pas été confronté à une grosse problématique vulpin. En termes
Donc très honnêtement, on n'y a pas été confronté sur la ferme et on n'y a globalement pas été confronté dans les autres essais qu'on avait à l'échelle de la région. J'imagine que si vous posez la question, c'est que vous y êtes confronté sur votre exploitation. Alors c'est du vulpin qui s'installe dans les cultures. Ouais. Après, ça peut... Je ne peux pas garantir que la technique n'arrive pas à le maîtriser un peu dans son développement, puisque nous, on ne l'a pas testé. Après, ce qu'on voit, c'est que globalement, on a quand même un effet positif sur l'installation des espèces moins favorables. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des éleveurs aussi qui rénovent leur prairie en utilisant, c'est-à-dire qu'on est sur de la prairie permanente et qui rénovent en prairie sur prairie, en utilisant cette technique-là. Donc on n'arrive pas à avoir, on a notre végétation spontanée, notre salissement qui revient, mais de manière plus mesurée. Ok, et donc par rapport à ça, la question que je me posais, c'est est-ce que j'ai pas intérêt à semer sous couvert, mais au printemps? Parce que, en fait, dès l'instant que je sème au 15 octobre l'ensemble, j'ai un développement de vulpin énorme jusqu'au printemps et donc qui étouffe tout. Donc si je décale mes céréales, admettons, ou mon mélange au 15 novembre, je vais avoir moins de vulpins en sortie d'hiver et peut-être que ce sera plus aisé, je ne sais pas. De venir sursemer au printemps, c'était ça, ouais. L'idée, c'est de venir sursemer au printemps. Ouais, vous en avez parlé tout à l'heure, oui. Vite fait là. En fait, le sursemis de printemps, c'est une technique, entre guillemets, qu'on a mis un peu de côté parce qu'elle était plus aléatoire. C'est-à-dire qu'il faut quand même des sols qui permettent d'y aller suffisamment tôt avec de la portance, parce que c'est vrai que si on vient sursemer trop tard et que notre mélange céréales-protéagineux, il a déjà redémarré, il n'y a plus assez de lumière pour que la prairie s'installe bien. L'idéal, c'est 15 mars. Ouais. Mais en fait, c'est très lié à l'année et à la précocité du printemps. Mais globalement, en fait, cette stratégie, elle a plutôt, dans les résultats que j'ai présentés, elle a plutôt bien marché sur la ferme. Mais on a eu quand même, à l'échelle de la région, des échecs 2 années sur 3. C'est-à-dire que, deux situations sur 3 où chez les éleveurs, on ne pouvait pas passer parce que la portance n'était pas là, ou alors quand on pouvait passer, notre association, elle était déjà trop développée pour que la prairie s'installe bien. Donc ça peut être une piste, mais c'est très lié à vos terres et la possibilité de pouvoir passer suffisamment tôt. Les essais ont analysé l'incidence du semis sous couvert sur la productivité des prairies en début de vie et sur la composition en début de vie. Maintenant qu'il y a des résultats en longue période et en vraie grandeur, quel est votre avis sur l'évolution dans le long terme de la composition prairiale? Est-ce que vous avez l'impression que ça ne change rien, que la dynamique d'évolution des graminées et des légumineuses à l'intérieur des prairies est la même, ou est-ce qu'il y a des modifications? Oui, sur l'évolution de la composition botanique des prairies après les implantations sous couvert, mais en fait en année 2, 3 et 4. Bon, ce qu'on peut répondre, sur les essais en année 1, on sait qu'on a des compositions qui sont relativement similaires, quels que soient les itinéraires techniques retenus. Après, on n'est pas en mesure, enfin on n'a pas vu de différence. On a toujours des interrogations, il y a toujours plein de choses qu'on ne comprend pas sur le mécanisme de développement des légumineuses dans les prairies. Mais en tout cas, on ne peut pas imputer ça à la technique d'implantation de prairies sous couvert. On voit toujours de la variation, des choses qu'on a toujours du mal à expliquer sur les variations des taux de légumineuses en fait dans les prairies, mais on ne peut pas faire le lien avec la question de l'implantation des prairies sous couvert. C'est des dynamiques assez classiques qu'on avait soit sans couvert, soit avec couvert. Enfin, ouais. Bonjour.
En termes d'amendements, sur la conduite des essais, quels ont été les types d'amendements? Et est-ce que pour le développement des légumineuses, vous avez essayé des stratégies comme le soufre? Pour la première question sur le soufre, non, on n'a pas essayé. Après, en termes de gestion de l'amendement, il est identique à ce qu'il y a de figuré dans la rotation. Donc sur la ferme, effectivement, l'ensemble des apports sont réalisés sur prairie. Et les apports de matière organique, c'est toute la matière organique est compostée et apportée fin octobre, début novembre sur prairie. Et ensuite, les essais suivent la rotation classique en fait sur la ferme. Donc il n'y a pas d'apport spécifique de matière organique dans le cadre de l'essai. Ce qu'on a tendance à faire, ce qu'on voyait quand on regarde les cumuls de biomasse, on fait 8 tonnes en ensilage plus 1,5 tonne, 2 tonnes sur les prairies. Et effectivement, on a tendance à faire aussi un peu systématiquement un passage d'amendement en première année d'installation. On a récolté notre couvert, on a valorisé notre prairie et là on fait un apport parce qu'effectivement on exporte quand même pas mal sur la première année, quoi. Une dernière question? J'avais une question sur comment adapter cette technique dans un système où on est en tout foin. Donc soit on pâture tôt au risque d'abîmer la prairie, soit on fait une récolte de foin mais avec un fourrage qui va être beaucoup en céréales. Donc ça me pose question pour sécher le fourrage, quoi. C'est-à-dire s'il n'y a pas de récolte possible en fourrage? Juste foin, quoi. Dans un système tout foin. Pas du tout d'ensilage, pas d'enrubanage, Ouais. Où la seule possibilité c'est pâturage ou foin. Ou foin. Et pas de possibilité de récolte en céréales, par exemple? Si, possibilité moissonner. organique. Mais du coup, on n'a pas de gain de fourrage par rapport à cette technique, quoi. Non, ça par contre, oui, il n'y a pas de gain fourrage. Donc c'est pas une chose qui a été pensée d'essayer de faire du foin sur ce type de fourrage, quoi. Alors, ouais. Si, après, la seule... alors là, on va changer, mais on n'est plus sur des implantations simultanées à l'automne, mais éventuellement des implantations simultanées de printemps, où là, on va implanter sous couvert. Alors nous, c'est le cas, c'est ce qu'on fait pour implanter, par exemple, de la luzerne. Donc la luzerne, on émet sur nos sols qui ont un peu plus de réserve hydrique et qui sont un peu plus portants, donc on peut intervenir un peu plus tôt. Donc là, on peut envisager de faire des implantations en sortie d'hiver. Et là, on va mettre par exemple ces luzernes sous couvert d'une avoine de printemps, demi-dose, 70 kg par hectare, la luzerne 20-25 kg par hectare. Et là, c'est envisageable de faire un foin d'avoine au stade laiteux du grain d'avoine, et ensuite d'avoir la luzerne ou éventuellement une prairie qui prend le relais, quoi. Ça pourrait être ça qui serait envisageable, quoi. Merci à tous, merci Stéphanie, merci Bertrand. On va passer à la conférence suivante. Et bonne journée à tous.